Alors l'histoire que je veux vous raconter, c'est à la fois l'histoire d'un livre qui explique comment des gens ordinaires peuvent réaliser des choses extraordinaires. Donc je vais vous expliquer, je vais vous faire un résumé de ce livre. Et je vais vous donner le livre en question aussi, enfin vous donner la référence du livre. Et puis ensuite, je vais vous expliquer comment ce livre guide en fait les grands principes du développement d'une entreprise qui, je l'espère, va impacter positivement la société. Voilà, j'espère que cette histoire va vous inspirer, va retenir votre attention. Voilà. Alors le livre en question c'est un livre américain en anglais qui s'appelle The Leadership Challenge, qui a été écrit par deux Américains au début des années 80, Barry Posner et Jim Kouzes, ou Jim Kouzes et Barry Posner. Je me suis peut-être un peu mélangé les pinceaux. Jim Kouzes et Barry Posner, voilà. Et en fait, ces deux chercheurs américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié dans les années 70 comment, à la suite d'un tremblement de terre en Amérique du Nord, donc à la fois au Mexique et aux États-Unis, a en fait impacté des entreprises, des organisations, organisations au sens large, c'est-à-dire des familles, des associations, des groupes de personnes. Et en fait, ils ont essayé de comprendre pourquoi certaines organisations se sont relevées beaucoup plus vite que d'autres, et certaines même de manière spectaculaire, là où d'autres finalement s'en sont remis doucement ou s'en sont pas remis du tout. Et en faisant cette recherche, en interviewant beaucoup de gens, ils en ont fait ressortir en fait 5 pratiques euh, qu'ils ont retrouvées systématiquement dans les organisations qui se sont relevées et qui ont fait des choses extraordinaires en définitive. Et donc je vais vous expliquer quelles sont ces cinq pratiques, puis après je vais vous expliquer en quoi ça inspire à la création d'une entreprise. Euh, alors la première pratique qu'ils ont observée, c'est que les leaders, ils inspiraient une vision partagée. C'est-à-dire ils pointaient du doigt à l'horizon et disaient, écoutez, c'est là-bas qu'on doit aller, c'est là-bas que l'herbe est plus verte, c'est dans cette direction qu'il y a un futur désirable. Et en faisant cela, ils donnent des perspectives, ils mobilisent des énergies et ils donnent un cap. C'est par exemple ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques. Voilà, je ne sais pas s'ils le font très bien en ce moment, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend d'eux. Donc ça, c'est la première pratique, inspirer une vision partagée. Deuxième pratique, c'est montrer l'exemple. C'est-à-dire agir avec sincérité, incarner ce que l'on défend. Et j'aime bien dire que d'une manière générale, euh, on écoute le message, on lit un message quand on a confiance dans le messager. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez faire l'exercice suivant. Vous allez imaginer un homme ou une femme politique que vous détestez. Voilà, je vous laisse une seconde. Voilà. Maintenant, vous imaginez que vous êtes dehors avec cette personne que vous détestez. Le ciel est bleu. Et la personne que vous détestez dit le ciel est bleu. Je suis sûr que vous aurez du mal à l'accepter, même si le ciel, en effet, il est bleu. Pourquoi? Parce que avant d'écouter un message, on regarde d'abord qui donne le message. Et quand on ne respecte pas la personne qui délivre un message, on ne l'écoute pas vraiment. On l'écoute pas vraiment. Et donc, montrer l'exemple, c'est clarifier ses valeurs, c'est donc, comme je l'ai dit, agir avec sincérité, être authentique, pour vraiment incarner en fait les messages et donc être exemplaire par rapport à l'idée, à la cause que l'on défend. Ça, c'est la deuxième pratique. La troisième pratique, c'est en anglais, challenge the process, donc c'est simuler, stimuler l'innovation, c'est-à-dire encourager l'audace, l'apprentissage, la prise de risque. Mais ça, c'est possible que dans un cadre qui autorise l'erreur, c'est-à-dire définir un cadre qui me dit, écoute, on va essayer quelque chose de nouveau. Si on rate, c'est pas grave, mais au moins on va retenir la leçon. Et c'est malheureusement ce qui manque dans beaucoup d'organisations, d'entreprises. Mais l'idée, c'est de se remettre en cause pour chercher sans cesse en fait une manière de faire un peu mieux et de sortir du cadre. La quatrième pratique, c'est renforcer le lien entre les gens qui travaillent, qui collaborent avec vous, renforcer la cohésion, créer des liens solides entre les personnes et en définitive bâtir une équipe qui se fait confiance. Parce que seul, on va peut-être plus vite, mais on va beaucoup moins loin. Vous connaissez l'expression. Donc renforcer la cohésion et les liens entre les gens qui bossent et qui travaillent avec vous. Voilà.
Et puis la cinquième pratique, c'est certainement ma préférée, c'est encourager le cœur, célébrer la communauté, développer un esprit de communauté, donc toucher les cœurs, remercier, célébrer chaque victoire, qu'elle soit petite ou grande, pour que les gens ils soient fiers en fait de faire partie de ça. Et donc quand on voit ça, bah forcément, on comprend mieux pourquoi, bah, par exemple, dans des ONG ou dans des associations, les gens sont très très engagés, ils le font pas pour l'argent, mais parce que justement il y a tout ça. Il y a une vision, il y a de la sincérité, il y a des gens qui travaillent ensemble, et puis les gens ils sont fiers d'appartenir à ça. Voilà. Et en fait, ce livre, bah, ces 5 principes se déclinent en actions très concrètes que l'on peut pratiquer, qui sont pas compliquées à pratiquer en définitive. Il faut juste avoir envie et la discipline, l'avoir envie de le faire et la discipline de le faire. Ce livre, il s'appelle The Leadership Challenge, traduit en français par, il y a une version française qui est sortie, que je trouve horriblement chère. Et d'ailleurs, même le résumé sur Amazon, je trouve même pas tout à fait correct, donc j'ai envie de vous le dire et je vous le déconseille. Euh, mais donc, The Leadership Challenge, traduit en français par le défi du leadership, pourquoi pas. Enfin, c'est la traduction littérale, mais dans le résumé sur Amazon, il parle surtout des entreprises, alors qu'en fait, ça s'applique pas qu'aux entreprises, à tout groupe d'individus qui veulent faire des choses extraordinaires. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, en appliquant ces principes, en appliquant les actions sous-jacentes à ces principes, les petites actions au quotidien, eh bien, en effet, on embarque des gens avec nous, euh, les gens ils nous suivent, ils sont innovants, ils sont créatifs, et, euh, et ce livre, en fait, il a réellement façonné euh, ma carrière de manager lorsque je travaillais dans l'industrie logicielle, et ça m'a permis bah, d'embarquer les équipes et d'avoir plutôt des bons résultats. Voilà. Jusqu'au moment où, dans cette même industrie logicielle, bah, j'étais un peu fatigué par la pression, etc. Je me suis dit, bah, j'ai envie de créer quelque chose qui me ressemble. Et donc, avec deux amis, on a créé une société qui a une mission simple et ambitieuse, c'est de rendre accessible la self-défense dans les organisations pour en faire un levier de confiance, de bien-être et de sécurité. Alors vous allez me dire, quelle drôle d'idée, la self-défense, pourquoi la self-défense? Bah, il s'avère qu'il y a quelques années, il y a environ 9 ans, j'ai découvert une discipline qui s'appelle le Krav Maga. Alors on parle volontairement de self-défense dans notre pitch et pas de Krav Maga parce que il s'avère que ça a des origines israéliennes. Alors malheureusement aujourd'hui c'est pas tellement le vent en poupe, mais c'est la réalité. Donc on parle plus de self-défense et puis les gens savent pas forcément ce qu'est le Krav Maga. Alors que self-défense, tout le monde comprend. Self-défense, autodéfense. Voilà. Néanmoins, il y a à peu près moins de 10 ans, j'ai découvert cette discipline que j'ai trouvée extraordinaire par son efficacité, par ses vertus, par l'impact positif que ça a sur les individus, notamment sur la confiance, la posture, mais avant tout, j'étais subjugué par la manière dont c'est enseigné et les valeurs que ça porte. C'est-à-dire que son fondateur, Emil Lichtenfeld, son idée principale, c'était que chacun puisse marcher en paix. Voilà, tout simplement. Et ça dit tout. Donc ça veut dire que c'est un droit fondamental, et l'idée, c'est que chacune, puisse marcher en paix dans la rue et sans être embêté. Et, et aujourd'hui, le droit, le droit de se défendre, on a le droit de se défendre en fait. C'est tout à fait permis par la loi, ça s'appelle la légitime défense. Mais ce droit n'est pas activé. Il n'est pas activé pourquoi? Parce qu'on ne forme pas les gens à se défendre. Tout petit, on apprend qu'il ne faut pas taper. Ce qui est logique, hein. Moi, quand j'ai deux filles, bon, elles sont pas très bagarreuses, mais quand elles étaient petites, mais en tout cas, aux garçons, on dit il ne faut pas taper. Ce qui est vrai, il ne faut pas taper. Sauf que dans une situation d'agression, où un agresseur dans la rue, lui, se fixe aucune limite, il va pas se poser ce genre de questions. Et donc, on doit être capable, en réalité, de protéger son intégrité physique. Et d'ailleurs, c'est l'article 2 ou l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, signé en 48 au Palais de Chaillot, qui dit que toute personne a le droit à la sûreté de sa personne. Voilà. Donc comme on ne peut pas avoir un policier, un gendarme, un vigile derrière chaque personne, et ben, il faut aussi être capable de se défendre soi-même. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que la self-défense, et là on a beaucoup d'idées reçues à déconstruire, et ce n'est pas réservé à une élite. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être jeune pour apprendre à se défendre. Il n'y a pas besoin d'être sportif, il n'y a pas besoin d'être fort, il n'y a pas besoin d'être un homme. Donc c'est-à-dire que la self-défense, c'est pour les jeunes et les moins jeunes,
les sportifs et les sédentaires. C'est pas une question de force, c'est une question de technique et de réflexe et de posture. Et c'est pas réservé à une élite, tout simplement. Donc notre mission, eh bien, elle consiste à en faire un droit fondamental disponible pour tout le monde. Alors il y a des clubs, bien sûr, dans les milieux associatifs, mais curieusement, les gens, ils se tournent pas beaucoup massivement dans les clubs. Certainement à cause de l'image que ça renvoie. Il y a des logos, les logos des clubs, bah, c'est souvent des tigres, des lions, des animaux féroces. Enfin, j'ai jamais compris, des têtes de mort, j'ai jamais compris pourquoi il y avait tout ça. Et donc nous, on a fait le pari plutôt d'avoir une communication plus soft, plus corporate, plus douce, mais qui reflète pour nous réellement ce qu'est cette self-défense, accessible à tout le monde et enseignée avec beaucoup de bienveillance en plus. Donc notre ambition, c'est d'impacter positivement la société et, et donc de créer un mouvement d'entreprise engagé dans la lutte contre les violences, en diffusant la self-défense pour, je le redis, en faire un levier de confiance, de bien-être et de sécurité. Et sans faire de politique, on fait pas de politique, il faut bien reconnaître que la violence, elle est partout, elle est présente, il suffit d'allumer la radio, d'allumer la télé pour se rendre compte qu'elle est partout, les protéiformes, les violences sexistes, les violences sexuelles, les agressions, le harcèlement, elle est permanente. Et la self-défense, c'est pas la réponse absolue, mais c'est une réponse, voilà, pour au moins être un peu plus autonome, voilà. Et la violence, aujourd'hui, elle touche différents strates de la société. La violence, elle touche les hôpitaux, les services d'urgence, au point où on a même créé un observatoire national pour remonter les violences. Et on les a même classées de rang 1 à rang 4, donc c'est dire si c'est un sujet. Euh, ça touche, euh, Ça touche l'espace public, bien sûr, ça touche les transports, ça touche les boutiques télécoms, les agences bancaires, le service public, les lycées où il y a des pauvres dames qui s'est fait tuer à coups de couteau en juillet à Nantes. Enfin, voilà, donc la violence, elle impacte tout le monde et ça a un impact sur le moral des gens, sur le stress, sur l'absentéisme. Il y a des entreprises qui ont même du mal à recruter. Une entreprise comme Orange, par exemple, à Saint-Denis, en 93, ils ont pris des vigiles pour escorter les salariés jusqu'à la station RER. C'est complètement fou. Et en plus de ça, la violence, bah, oui, ça impacte la santé mentale. Et en plus, c'est un sujet un peu tabou, parce que si on est victime soi-même de violence ou qu'on a été témoin, c'est pas facile d'en parler quand on arrive en entreprise. Peut-être plus facile quand on rentre chez soi, mais en entreprise, c'est pas évident. Et donc, ça fait des dégâts importants. Et donc, c'est un enjeu social, et ça devient un enjeu économique aussi pour les entreprises. Donc voilà, donc derrière notre mission, qui est de rendre la self-défense accessible pour tous, et bah déjà, il y a des convictions. Et donc là, vous voyez, ça résonne par rapport au livre que je vous ai raconté, parce que voilà, on incarne et on a des convictions. Et nos convictions, eh bien, c'est que chaque atelier, chaque geste qu'on enseigne, ne serait-ce que pendant une demi-heure, une heure et demie, 2 heures ou plus, eh bien, ça réduit les inégalités entre un agresseur et un agressé ou une agressée. Jusqu'au moment où, à force de pratiquer, ben, l'agresseur, il devient même plus fort que l'agressé, ou plus capable de se défendre. Voilà. Et donc ça, on le voit tous les jours quand on enseigne. Donc ça, c'est une évidence. On a aussi cette conviction que le courage collectif, ça passe par l'autonomie individuelle. Le courage collectif, ça passe par l'autonomie individuelle. Et j'ai toujours l'exemple de ce même métro, du RER, où quand un homme ou une femme se fait agresser, physiquement ou verbalement, violemment, il y a personne qui bouge. Parce que les gens, ils sont tétanisés, ils ont peur, ils sont sidérés, ils savent pas comment faire. C'est pas forcément qu'ils manquent de courage, c'est juste qu'ils savent pas quoi faire, en fait. Ils ont même un peu honte, je pense. Et alors qu'il suffit qu'une seule personne se lève, pour que tout à coup, l'attention de l'agresseur soit un peu détournée et que éventuellement ça se calme tout seul et que éventuellement d'autres personnes se lèvent. Et on a plein d'exemples comme ça de pratiquants qui ont agi et qui ont embarqué très très vite d'autres personnes dans ce courage collectif. Et le courage, euh, c'est un muscle. Et moi, je suis beaucoup plus courageux maintenant qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, par exemple. Donc ça se développe. Voilà. Et ça, c'est à la portée de tous, clairement.
Et donc, pour adresser cet enjeu, voilà, on propose dans cette entreprise que je ne vais pas citer différents différents niveaux d'intervention. Alors, des conférences pour sensibiliser sur le sujet de la violence et des violences, des ateliers, des team building pour expérimenter, et puis après des cours à l'année pour transformer les gestes et en faire des réflexes. Et puis enfin, pour les salariés les plus exposés à l'agressivité, on les forme à la communication non violente et aux gestes de protection. Voilà. Donc une offre très vaste et qui nous embarque vraiment. Voilà, on est hyper motivé par tout ça. Et donc maintenant, j'aimerais vous dire comment finalement j'ai pu, on a pu mettre en œuvre le livre Leadership Challenge dans cette histoire finalement. Donc on en applique simplement les pratiques à notre niveau et on le fait tous les jours. Donc la vision partagée, c'est celle que j'ai décrite précédemment. C'est former massivement dans les organisations et rendre accessible la self-défense dans les organisations, tout simplement. Euh, Montrer l'exemple. Alors montrer l'exemple, c'est à la fois nos engagements associatifs, mais l'un des associés, typiquement, il est le membre fondateur d'une association qui forme les femmes victimes de violences à la self-défense. Donc, et nous-mêmes, on est tous des pratiquants de Krav Maga, donc on forme bénévolement des hommes et des femmes de tous les milieux. Donc on montre l'exemple au quotidien. Et voilà, après on aborde la self-défense sous de nombreux angles. C'est en cela qu'on innove, soit la posture, la psychologie, l'inclusion, la confiance en soi, la qualité du au travail, le leadership, ça impacte le leadership évidemment. Un salarié plus confiant et bien sûr plus performant, il prend plus d'initiatives. On construit des liens de confiance, voilà, avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos équipes. Et on a même créé une communauté d'ambassadeurs qui nous suit et qui va peut-être écouter ce podcast d'ailleurs, et qui est présent en France et qui juste partage en fait nos convictions. Et après, ils agissent à leur niveau, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on sait qu'ils nous soutiennent. Ils soutiennent nos valeurs et nos idées. Donc tous ces 5 pratiques, finalement, on les met en œuvre au quotidien pour faire avancer notre mission. Voilà, donc ça, c'est très exaltant. Et, et je voudrais terminer par une rencontre, parce que quand la fondatrice, la créatrice de la plateforme m'a demandé mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, j'ai essayé de trouver des explications et je pense que je suis animé par un fort sentiment de justice à la base. Je pense que c'est ça qui me motive et puis j'aime créer des communautés, j'aime embarquer les gens, j'aime pitcher, j'adore faire ça. Et donc et j'adore la discipline donc du Krav Maga, donc je pense que je combine tout ça. Mais il y a aussi des rencontres qui marquent. Et là, je voudrais vous raconter, je vais ouvrir une petite parenthèse pour conclure, vous raconter l'anecdote où j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Simone Veil. C'était il y a un petit moment, mais cette rencontre, elle m'a beaucoup marqué. C'était en 2008. C'était à l'aéroport en plus de Tel Aviv. Alors c'est un peu symbolique, mais je devais rentrer sur Paris et, et mon passeport, en fait, il avait des tampons en Algérie, donc du coup, les gens se posaient des questions. Les forces de sécurité se demandaient si j'étais pas manipulé ou quoi que ce soit. Donc bref, on me posait plein de questions. J'avais rien à me reprocher, donc j'étais pas inquiet. Mais j'allais rater mon vol. Et du coup, une jeune agent de sécurité m'a fait passer par un autre circuit dans l'aéroport pour pouvoir rejoindre mon avion. Et sur le chemin, dans le couloir, dans un long couloir, j'ai vu Madame Veil avec un jeune aide de camp qui lui portait sa valise. Donc j'ai dit à l'agent de sécurité, écoutez, arrêtons-nous un instant, j'ai quelque chose à faire. Et donc je suis tourné vers Madame Veil, je lui ai tendu enfin je lui ai dit, Madame Veil, accepteriez-vous une photo? Et là j'avais un BlackBerry dans la main. BlackBerry, pour ceux qui sont un peu jeunes, c'était téléphone à touche, c'était extraordinaire à l'époque. Il n'y en a plus maintenant, mais c'était vachement bien. Et là, Madame Veil se tourne vers moi et me regarde de ses beaux yeux bleus profonds. Elle me tend la main, elle me dit bonjour monsieur. Et là, dans ma tête, je me dis mais je suis con, j'aurais peut-être dû commencer par bonjour madame. Et elle me dit avec plaisir. Et donc là, je donne le BlackBerry au jeune aide de camp, je me tiens à côté d'elle. On fait la photo. Et puis, il me rend le BlackBerry et je la remercie. Et j'ai du mal à cacher que je suis très ému en fait de la rencontrer. Et pendant quelques instants, elle perçoit mon émotion
et elle-même devient émue. Donc c'était assez fort, assez inédit même comme situation, puisqu'on se connaissait. Enfin, moi je la connaissais, mais elle me connaissait pas. Et donc, bah voilà, elle était aussi émue par ma propre émotion. Voilà, donc c'était assez furtif, mais évidemment, quand on pense à son parcours, à tout ce qu'elle a fait, au fait qu'elle en plus elle a intégré le Panthéon, elle s'est beaucoup battue pour le droit des femmes, donc forcément, dans le combat qui est le nôtre maintenant de rendre accessible la self-défense pour lutter contre les violences, quelles qu'elles soient faites aux hommes et aux femmes, bah voilà, je trouve que c'est une rencontre qui a un peu plus de saveur aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écouté.